Salut les topovores! Avant l'épisode, je voudrais juste vous partager une petite astuce YouTube. Effectivement, beaucoup d'entre vous viennent me voir en m'informant qu'ils ne reçoivent pas les notifications de ma chaîne. J'ai trouvé la solution, il faut aller sur ma chaîne, à côté du bouton abonner, il y a une icône de paramètres. Vous cliquez dessus et vous cochez la case « M'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne ». Rien de plus simple. Allez, merci à vous, cette fois-ci, on y va. Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque j'ai l'immense honneur de collaborer avec Linguisticae pour cet épisode. Bonjour YouTube! Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il a une chaîne qui parle de linguistique et plus particulièrement d'étymologie. Et c'est bien normal qu'il soit là avec moi pour cet épisode puisque l'on va s'intéresser aux origines de notre vocabulaire. Alors bien évidemment et comme à chaque fois on n'en prend que 5, allez, c'est parti! Sosie. Bon, avant de parler du mot en lui-même, laissez-moi vous conter le mythe grec d'Amphitryon. L'histoire raconte qu'Amphitryon, qui venait d'épouser la belle Alcmène, n'avait pas le droit de consommer leur mariage tant qu'il n'avait pas vengé les frères d'Alcmène tués lors d'un vol de troupeaux de bétail. Il retrouve alors le troupeau avec le père de sa belle, Électryon, mais en lançant une massue sur une vache qui s'était écartée du troupeau, celle-ci ricoche et s'enfonce directement dans le crâne de son beau-père, le laissant définitivement pour mort. Il faut rappeler malgré tout qu'Électryon n'était pas n'importe qui non plus, c'était le roi de Mycène. Du coup, suite à cette bourde, Amphitryon est banni et sa douce le suit, même si elle ne veut toujours pas consommer le mariage, puisque les frères ne sont toujours pas vengés. Et oui, elle est tenace. À Thèbes, le couple rencontre le roi Créon qui les purifie et propose à Amphitryon de lever une armée pour l'aider à vaincre les voleurs de bétail. Sauf que vous voyez, Alcmène, elle est sacrément belle, aussi belle que la plus jolie des déesses. Et si vous avez regardé l'épisode de Nota Bene sur la mythologie grecque, vous savez que Zeus était un grand coureur de jupons, très grand même. Et en sachant le brave Amphitryon parti pour la guerre, il ne trouve pas mieux à faire que de prendre l'apparence de celui-ci pour aller consommer leur mariage à sa place. Et a priori, ça devait être génial, puisque Zeus a demandé à Hermès de rallonger la nuit à 72 heures, rien que ça. Et ce n'est pas la seule chose qu'il demande à Hermès, puisque pour que la duperie soit plus crédible, il demande à celui-ci de prendre l'apparence du valet d'Amphitryon, valet qui porte le nom de Sosie. Et oui, ça vient bien de là, enfin étymologiquement en tout cas, puisque Sosie vient du grec Sosias, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Oui, parce qu'on n'a pas fini l'histoire. Tu continues ou bien... Si tu veux. À la suite de cette découverte, Amphitryon tente d'abord de brûler vif son épouse, mais il finit par lui pardonner et en profite également pour enfin consommer son mariage. De ces unions vont naître 2 enfants, le premier à naître est le fils d'Amphitryon, Iphiclès, et le petit dernier n'est d'autre qu'Héraclès, plus connu sous le nom d'Hercule. Restons dans la mythologie grecque et allons découvrir l'histoire de Mnémosyne, une des filles de Gaïa et d'Ouranos. Autrement dit, elle avait une belle place dans la hiérarchie divine. Mnémosyne, selon la mythologie grecque, est celle à qui on doit le langage. C'est elle qui a fixé le nom sur les choses, permettant ainsi à chacun de s'exprimer. Et elle est également la déesse de la mémoire. Et c'est sûrement pour toutes ces raisons que Zeus, encore lui, est venu la voir avec l'intention de lui faire des enfants. Et oui, comprenez bien, il fallait bien quelqu'un de doué pour mettre en prose les incroyables aventures de ce cher dieu des dieux. Afin de séduire Mnémosyne, il se déguise en berger, et cela fonctionne puisqu'il reste 9 nuits de suite dans le lit de la belle. Quelque temps plus tard, c'est à 9 filles que Mnémosyne donne naissance, 9 filles qui protègent et transmettent l'histoire et l'art. Ainsi, nous avons Clio, la muse de l'histoire, Euterpe, la muse de la musique, Thalia, celle de la comédie, et à son opposé Melpomène, celle de la tragédie, ainsi que Terpsichore, la muse de la poésie lyrique et de la danse, Erato, celle du chant nuptial, Polymnie, la muse de la rhétorique, Uranie, celle de l'astronomie et de l'astrologie, et enfin la belle Calliope, muse de la poésie épique. Et de ces muses et de leur art va découler le mot grec mousiki, qui signifie l'art des muses, et plus généralement le mot musique. Elles vont également vivre dans un temple appelé Muséion, ou plutôt musée si vous préférez. C'était un lieu où se réunissaient les érudits de l'époque pour travailler sur leurs recherches et approfondir leurs connaissances. Du coup, ça n'avait rien à voir avec le lieu que l'on connaît aujourd'hui. Non, effectivement. Il faudra attendre la Renaissance en Italie pour que la notion de musée telle qu'on la connaît aujourd'hui émerge. Ce sont les princes italiens qui ont eu envie de créer des lieux où seraient exposées leurs collections de tableaux et de sculptures. Allez, on lâche un peu les Grecs et on part du côté des Romains, même s'il est vrai que les mythologies ont les mêmes bases. Bref, quoi qu'il en soit, on retrouve chez les Romains un dieu que vous connaissez sûrement, Vulcain, dieu du feu et de la forge. La petite histoire veut que notre cher Vulcain soit né difforme et qu'il ait été jeté du haut de l'Olympe par sa mère Junon qui n'en voulait plus. On raconte également que ce n'est pas Junon qui a jeté Vulcain, mais plutôt Jupiter. Effectivement, un jour où tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, Jupiter surprit Junon en train de créer une tempête pour essayer d'anéantir le célèbre Hercule, qui, on l'a vu, était le fils de Jupiter, mais
pas celui de Junon. C'est vrai, celui-ci fou de colère l'avait suspendu au milieu des airs pour la punir. Mais c'était sans compter sur le brave Vulcain qui, par pitié pour sa tendre maman, vint à son secours. Vous imaginez bien que le grand Jupiter n'accepte pas cet affront, et il envoie littéralement voler Vulcain qui roule toute la journée dans les airs jusqu'à atterrir dans l'île de Lemnos où il sera soigné par les habitants. Oui, parce qu'au passage, il aura perdu l'usage de ses jambes quand même. Mais le bougre reste fidèle et il passera le reste de sa vie à forger de la foudre pour son père ou à fabriquer des armes légendaires comme celle d'Achille ou d'Énée, ou des pièces incroyables comme la couronne d'Ariane ou encore le sceptre d'Agamemnon. Selon les Grecs, il forge ces pièces sous l'Etna ou à Vulcanos, l'une des îles de l'archipel des îles Lipari, qui donnera, vous l'avez compris, son nom à nos célèbres volcans. Bon, accrochez-vous, on part pour une grande histoire qui se déroule au 2e siècle avant notre ère. La Judée est sous le contrôle d'une grande dynastie grecque, les Séleucides. Ils ont hérité d'une partie de l'empire d'Alexandre le Grand, dominent une bonne partie du Proche-Orient et du Moyen-Orient, sauf que voilà, les Séleucides se font battre par les Romains en moins 188 et ils sont contraints de payer un lourd tribut à Rome. Les Séleucides décident alors d'augmenter les impôts en Judée, et ils ordonnent même au grand prêtre des Juifs, Onias III, d'entamer le trésor du temple de Jérusalem. Onias refuse et il décide de partir à la rencontre du roi Antioche pour lui expliquer son refus. Sauf que, pas de chance, ce dernier meurt et un autre lui succède. Jason, le frère d'Onias, contacte le nouveau roi et lui demande d'être grand prêtre à la place de son frère, contre quoi il augmentera les impôts et transformera Jérusalem en cité grecque. Le nouveau roi accepte et démet Onias de ses fonctions tandis qu'il nomme Jason à la place du grand prêtre. Sauf qu'en achetant sa place contre de l'argent, Jason suscite soudainement des vocations. Plusieurs personnes viennent à leur tour demander le titre de grand prêtre contre à chaque fois plus d'argent. Plusieurs factions vont alors se battre pour obtenir ce titre, déclenchant une véritable guerre civile. Et le peuple commence sérieusement à en avoir marre. C'est avec ces impôts que les grands prêtres achètent leur titre auprès du roi et ils récoltent en prime une guerre civile. Le nouveau roi commence à en avoir marre de ces disputes entre juifs, il décide alors d'envoyer son armée en Judée ainsi que d'abolir la Torah. Les fêtes et pratiques religieuses juives sont interdites et le grand temple de Jérusalem est reconverti en temple de Zeus. À ce moment-là, Matithias Maccabée et ses deux fils Judas et Simon prennent la tête de la révolte juive. Ensemble, ils libèrent Jérusalem, le Grand Temple et la Judée. Et après leur victoire, ils fondent une dynastie à la tête d'un véritable état juif, enfin indépendant. Ce récit est raconté dans le 2e livre des Maccabées, un livre qui fait partie de la Bible catholique. Dans ce livre, Judas Maccabée ordonne des prières et des sacrifices en l'honneur des soldats juifs tombés au combat. Il ordonne des prières macabres. Bon, il n'a pas besoin d'en dire plus, puisque vous l'aurez compris, le mot macabre vient du mot Maccabée. Vous connaissez tous ce petit animal mignon composé d'une grosse carapace, de petites pattes et d'une tête toute ridée. Et oui, on parle bien de la tortue. Et si on vous disait que cet animal est lié aux enfers? Le mot tortue vient de l'ancien provençal tartuga, lui-même venant du latin tartaruca. Ce dernier est le féminin de l'adjectif latin tartarucus, emprunté lui-même au grec tartarukos, qui veut dire du tartare. Bon, c'est bon, t'as fini là? Non, parce que je sais comment tu es toi, hein. Si tu commences, on ne t'arrête plus. Allez, c'est à moi. Chez les Grecs, le Tartare désigne l'endroit le plus profond des enfers, une région vide et brumeuse parsemée d'étangs glacés, de lacs de soufre et de marécages. Ça a l'air sympa comme ça, non? On peut rajouter également que le Tartare est séparé du reste des enfers par de grands fleuves boueux à l'odeur putride. Et c'est là-bas que les dieux enfermaient les criminels et les meurtriers, mais aussi les titans, les hécatonchires ou encore Tantale et Sisyphe pour les plus connus. La tortue avait mauvaise réputation auprès des premiers chrétiens, sûrement à cause de sa tête ressemblant à celle du serpent, de son habitude d'hiberner qui la rapproche du monde souterrain des enfers, ou encore de sa lenteur suspecte que l'on pensait due au poids des lourds péchés de l'animal. Elle symbolisait les hérétiques, les ténèbres et le mal, et elle s'opposait en cela au coq, animal représentant le Christ, qui annonce le jour après la nuit, ou le bien après le mal. Et voilà, c'est fini. Une fois n'est pas coutume, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Un grand merci à Linguistique qui m'a soufflé l'idée de ce sujet passionnant et avec qui j'ai collaboré tout au long de cet épisode. Mais c'est moi qui te remercie. Vous pouvez nous retrouver tous les deux sur les réseaux sociaux et vous pouvez également partager l'épisode. Ça me rendrait vraiment très heureuse. Bon, et surtout, n'oubliez pas le live du 22 septembre. Allez, à bientôt. Au revoir.